Bienvenue sur Trouver sa voie. Je suis Alban Mas et j'accompagne les particuliers et les entreprises dans leur gestion de carrière. Ce qui me passionne avant tout, ce sont les parcours atypiques. Je suis convaincu que faire les bons choix professionnels, c'est quelque chose qui peut s'apprendre. La mission de ce podcast, c'est de moderniser la gestion de carrière, avec des invités et des conseils qui sortent un peu des sentiers battus. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Trouver sa voie. Je suis en direct avec Carole Bourdeau. Bienvenue Carole. Merci, bonjour. Pour introduire cet épisode et où on en est dans le podcast, tout va bien. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ce média et je vous en remercie. Je reçois des feedbacks de plus en plus et ça m'aide à progresser. Et justement, c'est ça dont je voulais vous parler rapidement aujourd'hui. J'aimerais bien rencontrer, échanger au téléphone avec vous, les auditeurs de Trouver sa voie. Parce que vous êtes 3, 4, 5 000 à suivre régulièrement cette émission. Toutes les semaines, je me retrouve devant vous en audio sur Spotify ou sur YouTube ou sur LinkedIn. Et en revanche, moi, je ne sais pas qui vous êtes. Si on échange un peu plus, ça me permettra de savoir de quoi vous avez envie, de quoi vous avez besoin. Et pour les saisons qui viennent et les épisodes qui viennent, ça me permettra d'adapter un petit peu les choses. Donc, en résumé, si tu écoutes cet épisode en live ou en replay, je te laisse mon adresse mail pour que tu puisses m'envoyer un mail. Et moi, je te rappellerai après 10 minutes, mais juste pour faire connaissance et savoir pourquoi tu écoutes Trouver sa voie, qu'est-ce que tu viens chercher, qui tu es, etc. Et mon adresse mail, c'est contact@albanmas.com. Et je mettrai mon adresse mail en commentaire. Merci d'avance à tous ceux qui voudront bien m'écrire un mail pour que je puisse revenir vers eux et échanger 5-10 minutes au téléphone pour faire connaissance. Revenons-en à nos moutons. Carole, j'ai déjà beaucoup trop parlé. Bienvenue encore. Tu vas nous parler de comment on postule efficacement. Exactement, Alban. Merci pour ta confiance. Alors rapidement, moi je suis effectivement, je travaille dans les RH depuis 30 ans déjà. J'ai fêté l'année dernière mes 30 années. J'ai plutôt une couleur travail temporaire, cabinet de recrutement. Et j'ai eu la chance de me réinventer cette année puisque j'ai suivi un executive master en transformation et développement humain. Et ce qui va me donner la légitimité de créer ma société à partir du mois prochain. Donc aujourd'hui, Alban, le sujet m'intéresse fortement et donc je te propose de répondre à tes questions. Je t'avais demandé d'être concise sur ta présentation, mais donc là, tu as dépassé toutes mes attentes. On va pas forcément parler des entretiens à proprement parler, on va parler de avant l'entretien aujourd'hui. Comment on postule, non pas comment on fait un entretien. Moi déjà, le sujet m'intéresse parce qu'aujourd'hui, on fait confusion entre, en effet, je te l'accorde, la candidature, répondre à une annonce et le besoin de l'entreprise qui est parfois difficile à comprendre et à cerner. Dans un premier temps, je rappelle que le curriculum vitae, c'est pas l'histoire de sa vie comme on le faisait jadis. C'est essentiellement la liste des compétences qu'on a à mettre à disposition à une entreprise. Et ça me semble essentiel. Ok, donc on part du CV. Souvent de CV par domaine de compétences. C'est un point important. Tu as un parti pris là de dire, ok, on va parler un peu du CV dans cet épisode quand même, parce que, au fond, ce que je comprends, c'est que ta philosophie, c'est idéalement, on n'aurait pas besoin de CV, il y aurait que de la rencontre, mais le CV reste quand même l'outil classique pour postuler. On le demandera en tant que candidat. Et donc, tu voulais parler un peu de ça pour commencer, comme un peu un chapeau de notre échange, quoi. Exactement. Quel est le message que j'ai envie de transmettre à l'entreprise qui va réceptionner mon CV? Quel est le message que j'ai envie de lui montrer? Et ça nécessite d'abord de faire une enquête sur soi-même, comme une introspection, et de faire le bilan, son propre bilan professionnel, mais aussi de vie personnelle. Au moment où je me trouve, j'ai envie de faire quoi dans ma vie? Qu'est-ce que je n'ai plus envie de faire? Et donc, une fois que j'ai fait ce travail d'introspection, de fouille intérieure, comme je dis, je vais faire ma propre carte de visite qui ressemble à un CV. Voilà, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des CV de toutes formes, de toutes couleurs. Moi, il y a 30 ans, c'était très formalisé, les lettres devaient être très strictes et très stéréotypées. Aujourd'hui, on prône la différenciation et donc, chaque humain est une personne différente, j'espère que vous me l'accorderez. Et donc, chaque personne va mettre un petit peu sa patte dans son curriculum vitae pour être visible. Ça nécessite deux choses. Ça nécessite de comprendre qui je suis et qu'est-ce que j'ai envie de mettre à disposition. Et ça nécessite surtout
de connaître l'autre. L'autre, c'est l'entreprise à qui j'envoie mon curriculum vitae. Et donc, de passer un petit peu de temps, justement, à enquêter sur qui elle est, cette entreprise. Est-ce que vraiment j'ai envie de partager avec elle un moment de ma vie? Donc, c'est quand même essentiel. Avec qui je vais partager ma vie? Voilà. Donc, enquêter Ouais. sur la vie de l'autre. C'est déjà très intéressant ce que tu nous dis là parce que personne ne fait ça. Enfin, en tout cas, à ma connaissance, personne ne fait ça, moi y compris. Pour moi, un CV, tu listes tes expériences et tu essayes de gommer quand il y a des trous dans la raquette, tu essaies de les justifier. Quand il y a des expériences un peu classe, tu essaies de les glorifier. Et puis, c'est juste ça. Là, ce que tu nous dis, si je résume un peu, si j'essaie de suivre ta pensée, c'est commence par dire quelle histoire j'ai envie de raconter de moi. Donc, ça nécessite de s'arrêter à un instant T où j'en suis et qu'est-ce que je veux raconter. Oui, oui. Et quelle histoire l'entreprise voudra entendre. Donc, quelle est cette boîte? Qui est-elle? Quelle est sa culture? Quel est son langage et tout, quoi. Exactement. Lorsque je rencontre des candidats, je vois tout de suite si la personne a compris qui nous étions. Et si des fois elle n'avait pas compris, alors il est intéressant pour moi de me remettre en question dans la communication que nous faisons lors de justement de la diffusion d'annonces. Donc on est engagé de part et d'autre sur la compréhension de l'autre. Et c'est ça, pour moi, l'efficacité d'une candidature. Donc, moi, entreprise, j'ai la responsabilité de dire quelle est ma raison d'être, quelle est ma situation. Donc, à la fois dans les offres d'emploi, mais aussi dans l'histoire que je rencontre à travers mon site Internet. Je vais donner des chiffres, je vais parler de l'actualité, je vais présenter les gens qui travaillent autour de moi, je vais parler de nos projets, de nos actus. Et donc, je vais pouvoir communiquer sur qui nous sommes. Je rappelle quand même que ça fait 30 ans que je travaille et moi, j'ai pas toujours connu ça. Donc, c'est une mine d'informations qui est rendue visible. Donc, autant s'en inspirer. Et moi, candidat, je sais qui je suis. Il n'y a pas mieux que moi pour me connaître. Et je sais ce que j'ai envie de faire. Et je sais ce que je suis en mesure de donner. Et alors, c'est à ce moment-là, donc, que je sais à qui je vais présenter la liste de mes compétences choisies. C'est ce que tu me disais un peu en off quand on préparait cet entretien, cet épisode. Tu me disais, bah, il faut choisir ce qu'on garde et choisir ce qu'on enlève dans son Oui. CV. Ça me surprenait ta formulation, mais ça, en fait, c'est ça, quoi. On n'a pas besoin de tout dire. C'est très important. Un recruteur va lire un CV en quelques secondes au départ. Au départ, parce qu'il reçoit plusieurs candidatures. Donc, il faut qu'il y ait une accroche visuelle très rapidement. Cette accroche visuelle, elle doit correspondre évidemment à ce que je recherche. Mais pas que. Elle peut correspondre aussi à ce que j'ambitionne de rechercher. Donc, déjà se démarquer dans la raison d'être de qui je suis peut permettre au recruteur tout de suite de se dire « Ah, j'ai affaire à telle ou telle personnalité. Ça m'intéresse d'aller un petit peu plus loin dans la découverte. Et pourquoi pas téléphoner à cette personne? Ça coûte rien pour avoir un échange ou pourquoi pas l'inviter à venir me rencontrer. » Donc, solliciter l'envie du recruteur, c'est se démarquer et il n'y a pas mieux que de se démarquer par la personne que je suis, les activités que j'ai menées, les activités paraprofessionnelles, mes ambitions, mais aussi mes passions. Et là, quand on dit ça, tout de suite, on comprend que je sois junior ou que je sois senior, j'ai le choix de dire ce que j'ai envie de dire à l'entreprise vers qui je m'adresse. Je n'ai pas d'expérience, je suis junior, mais je suis quand même à l'école. Je fais peut-être des boulots de saisonniers, j'ai peut-être des passions sportives ou de culture. C'est intéressant que j'en parle. Des fois, c'est le choix des couleurs, des fois, c'est le choix de la photo, des fois, c'est le choix du caractère qui déjà nous donne une idée. On a tous un visuel qui nous passe des messages. Donc, utiliser le CV, c'est vraiment dire qui je suis. Personnaliser la candidature pour qu'elle soit efficace, justement. Merci. C'est déjà un point important parce que ça veut aussi dire, si j'extrapole un peu, ne pas postuler dans 200 boîtes à la fois. Ben, c'est tout à fait ça. Moi, quand je reçois une candidature, j'ai envie d'être la seule vers qui on s'est retourné. Alors ça, c'est un petit peu un rêve de DRH peut-être. Au moins, tu en as l'impression, quoi. Mais en tout cas, je suis humaine comme le candidat qui va postuler et j'ai envie qu'il me séduise par sa candidature. J'ai envie qu'il me dise, mais j'ai envie de bosser avec toi, Carole. Donc, qu'il me le prouve. C'est drôle parce que, tu vois, quand tu dis ça, après, il va falloir qu'on avance, mais
déjà, c'est vrai que les fois où j'ai postulé, et puis quand j'accompagne des personnes qui sont en train de postuler, qui envoient des CV, on imagine que c'est nous, un individu, qui envoie un CV à une entreprise, tu sais, avec le dessin très caricatural de la petite usine là. Oui, Et en oui, fait, c'est moi, individu, j'envoie ça à cette petite usine là en pictogramme, quoi. En ouais. fait, t'as raison, on oublie. En face, il y a quelqu'un Non, qui. il y a des hommes et des femmes qui sont dans cette entreprise et qui galèrent hein, parce que il leur manque des compétences et elles veulent trouver la bonne personne. Alors la bonne personne entre guillemets, hein, bonne entre guillemets, c'est la personne qui va donner envie vraiment de d'avoir choisi l'entreprise. Voilà. Une fois de plus, hein, j'en reviens à la relation one to one qui est essentielle, la relation humaine dans cette époque où nous avons digitalisé tout ça. Ok, donc bah, c'est un peu, on aurait pu titrer cet épisode comment humaniser sa candidature, hein, ce qu'on s'était dit déjà un Aussi, peu en off. ouais. Et donc, tu viens de répondre sur comment humaniser mon CV. Je fais du storytelling sur qui je suis et là où je vais, et j'adapte ce que je raconte à la boîte vers laquelle je vais. Ok. Maintenant, tu ouvres un deuxième chapitre, tu m'as dit que c'était important pour toi de parler de rencontres et de favoriser la rencontre, d'être, voilà, de Oui. pas seulement être un mail, quoi, de pas envoyer simplement un mail. Non, pour pouvoir comprendre l'histoire de l'entreprise, il est important de pouvoir suivre cette entreprise, heu, peut-être dans ses actions en faveur de l'emploi, donc dans ses présences à des forums emploi, de la suivre dans son actualité, où elle se trouve, de la suivre comme un fan qui va suivre son chanteur préféré. Il va parfois faire heu, des pieds et des mains pour continuer à comprendre qui est cette entreprise. Enfin, qui est ce chanteur, pardon. Donc là, c'est la même chose. Si ce candidat suit l'actualité de cette entreprise, ça se verra complètement lors d'un entretien. Mais c'est aussi être actif sur le marché de l'emploi, ça me semble essentiel pour réussir à trouver un emploi et donc à postuler en connaissance de cause. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être concerné par les actions en faveur de l'emploi. Donc aujourd'hui, on a un monde associatif qui est très riche en France. On a aussi des actions terrain en faveur des jeunes et des moins jeunes. Je pense notamment à la mission locale. Je pense aussi à l'APEC. Je pense aussi à France Travail. Je suis moi DRH salarié depuis 30 ans. Il n'empêche que je suis toujours sur des actions de bénévolat d'insertion je suis toujours dans des ateliers de rencontres ou dans des after-work qui me permet de faire effectivement, d'enrichir mon discours, de mettre à jour ma compréhension surtout du marché de l'emploi et de connaître l'actualité des entreprises qui m'entourent. Et ça me semble essentiel pour pouvoir être convaincu que je suis pas à côté de la plaque. Oui, donc c'est vraiment d'être entouré, d'être. Enfin, dans ce que tu dis, il y a deux choses. Hein, j'entends deux choses. Il y a connaître l'entreprise un peu comme un fan, tu disais, et puis il y a aussi ne pas être seul dans son coin et utiliser les outils qui existent en fait. On a tout un panel en France d'acteurs de l'emploi et de pas rester dans son coin et de profiter de tout ça pour aller à la rencontre des entreprises, quoi. C'est ça, exactement. J'ai pas dit que c'était simple. Je sais aussi que ces dernières années, l'entreprise s'est barricadée derrière. Enfin, il y a plus d'accueil, il y a plus de réceptionniste. Pareil. Téléphone. Il y a plus de numéro de téléphone. Il est vrai aussi que parfois dans les forums d'emploi, on envoie pas toujours le DRH ou le dirigeant évidemment ou le manager sur les forums d'emploi, mais on va mettre quelqu'un qui vient d'arriver dans l'entreprise parce qu'on se dit que c'est une belle expérience et donc c'est très compliqué. Je ne dis pas qu'on n'a pas fait d'erreur nous en entreprise pour ouvrir nos portes à la connaissance de l'entreprise. Et c'est quelque chose qu'il faut quand même faire quand on est à la fois candidat et je sais aussi que j'ai beaucoup de collègues dans les ressources humaines qui aiment la relation humaine, qui sont pour ça. Donc il ne faut surtout pas avoir peur d'aller à la rencontre. Voilà, ça n'est pas un exercice évident, mais enfin, on a toujours des amis qui sont dans les entreprises. On peut aussi travailler la visibilité auprès de ses amis pour être coopté. Ça marche très très bien. Il y a, on le sait, un marché caché de l'emploi et ce marché caché, il est très souvent, on répond souvent à ce marché par de la cooptation. Ah, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ça, on le voit aussi sur LinkedIn. Bah, c'est vrai, ça marche. Ça marche. On n'a pas le temps d'exprimer
l'offre d'emploi, qu'on a déjà pléthore peut-être de recommandations, soit parce qu'on a une entreprise à notoriété, forte notoriété, soit parce que on a une action intergénérationnelle avec des stagiaires, des alternants, des écoles, des partenaires. On a beaucoup de partenariats aussi, et c'est là aussi où la visibilité des candidats ou des futurs candidats se fait. La rencontre se fait comme ça. Ça, c'est un point vraiment clé et c'était aussi le sujet de la semaine dernière du livre Ne cherchez plus un boulot comme avant, où le message clé était de dire tant qu'on passe par des candidatures classiques, on est un numéro dans une pile et dès lors qu'on va être dans une relation, premièrement, on a accès à plus de jobs, parfois des meilleurs jobs et en plus, je sais pas si tu vas valider ce point-là, mais un recruteur est prêt à faire une exception pour quelqu'un qu'il connaît, sur les compétences, sur la légitimité. Alors que quelqu'un qu'on ne connaît pas, il n'y a aucune raison de faire des exceptions et de prendre des risques. Je sais pas si tu valides ce point-là qui était. Je vais y mettre une petite mesure, c'est-à-dire que en tant que DRH, je vais attacher de l'importance quand même à ne pas favoriser ou pas voilà, favoriser ou faciliter une candidature plutôt qu'une autre et rester équitable quand même. Il n'empêche que, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, la valorisation de la candidature, effectivement, quelle que soit la manière de le faire, va attirer l'attention du recruteur. Donc, en effet, un collègue de travail qui vient avec un curriculum vitae ou un stagiaire qui dit mais moi j'ai ma petite sœur ou j'ai mon grand frère qui cherche du boulot, pourquoi pas? Bah oui, tu me fais gagner du temps, ça m'arrange, passe-moi le CV. J'ai envie effectivement de te faire confiance. Oui, ça c'est sûr. Et là, on va être obligé de parler de comment, parce que c'était ce qu'on se disait un peu en off en préparant cet épisode, de se dire oui, on est complètement aligné sur l'enjeu qu'il y a à sortir de chez soi, rencontrer du monde, être visible, connaître et être connu. Et comme tu disais, c'est pas toujours simple. Et ça peut paraître très facile de dire bah vas-y, va parler à cette boîte ou au DRH. Et on sait qu'on se prend un mur, pas parce que le DRH ne veut pas, mais simplement parce qu'on n'a pas son mail, parce que tout le monde est débordé et tout. On va devoir parler de comment. Avant ça, Oui. si je peux me permettre, je reviens juste sur ton image de musique, de fan club. J'adore cette image que tu as employée, de dire il y a un groupe de musique, par exemple, qui va se donner de ville en ville, et on veut rejoindre le groupe. C'est pas pareil d'arriver en disant bah je joue aussi depuis 3 ans, je suis à tous vos concerts et tout, que d'arriver en disant salut, je sais faire de la flûte ou de la guitare. Est-ce que vous voulez de moi? Tu vois, j'aime bien cette notion de fan club. Je l'avais pas vu comme ça. Et C'est je pense ça, qu'on le sous-estime complètement. Je pense que c'est un très bon point. Comme ça me c'est parle. ça. Et, N'oubliez et pas donc, qu'on est quand même des humains dans l'entreprise et qu'effectivement, il faut nous rendre service. C'est aussi très glorifiant. C'est-à-dire que la charge de travail, elle est à la fois à l'intérieur de l'entreprise comme à l'extérieur. J'ai eu l'occasion moi-même, dans mon parcours de vie, j'ai eu l'occasion de devoir changer de région, de devoir trouver et chercher du travail. Donc, sur le comment, ben, c'est effectivement un vrai travail que de chercher un emploi. Je l'avoue, c'est parfois plus confortable, en effet, d'aller au travail que de devoir en chercher, parce que c'est souvent des portes fermées. Donc, ça nécessite beaucoup de courage, ça nécessite de l'endurance comme un sportif de haut niveau, ça nécessite de travailler son image, effectivement, son courage, et donc de ne pas rester isolé. Ce que je conseille, c'est effectivement de s'inscrire dans des associations ou de faire des ateliers, comme je le disais, ou d'aller à des forums d'emploi, de créer sa petite carte de visite aussi. C'est bien, on a le droit, quand on cherche de l'emploi, à faire sa carte de visite, on a le droit d'innover puisque, une fois de plus, c'est un vrai métier. C'est un nouveau métier quand on cherche du travail qu'il faut occuper à plein temps. Je recommande surtout d'avoir des groupes avec des personnes bienveillantes qui s'entraident, ne serait-ce que pour s'exercer dans ses pitchs, dans ses présentations, et d'avoir aussi un regard sur soi à travers l'autre. Donc, trouver des coachs autour de soi, en tout cas des personnes qui ont envie de jouer ce coach-là, ou des mentors, des personnes qui ont eu l'occasion de chercher du travail. Moi, j'adore aussi transmettre mes situations difficiles de mon parcours, parce que c'est pas parce qu'on a une fonction que tout a été rose. Voilà. Donc, partager et écouter. Ne pas penser qu'on sait tout. Même si on sort d'un poste à responsabilité, il m'arrive d'accompagner des dirigeants d'entreprises qui ont perdu leur emploi pour X raisons, de façon parfois difficile.
et il est compliqué de reprendre son bâton de pèlerin et de trouver un emploi. Et il faut beaucoup d'humilité. Donc nous, les DRH, on le sait, on a conscience de ça. Donc travailler sur le terrain, c'est ce qui paye le plus. Travailler son réseau, travailler ses pairs. Tu as cité quelques partenaires qui sont de qualité pour ce chemin-là. Comme tu dis, on prend son bâton de pèlerin et en fait, c'est plutôt une longue randonnée qu'un sprint. Cette histoire de travailler son réseau et de se faire un peu plus connaître et de mieux connaître un écosystème professionnel. Tu penses à quoi d'autre? APEC, France Travail? Alors, il y a effectivement les missions locales qui sont très actives depuis quelques années pour les moins de 26 ans. Il y a l'APEC, effectivement, qui fait de formidables ateliers pour les cadres. Tout cela est gratuit. Hein, et les portes sont grandes ouvertes au public. Il y a aussi toutes les associations d'insertion. Donc, allez se renseigner à sa mairie. Allez voir le CCAS ou la cellule emploi, posez des questions. Dans mon écosystème, quels sont les acteurs de l'emploi vers qui je peux me retourner? Et puis, il y a France Travail, effectivement, ça vous aura pas échappé que Pôle emploi est devenu France Travail depuis le 1er janvier. Ils ont une convention qui est en lien avec la politique plein emploi de 2027, qui est très active, avec, que ce soit au sein de l'entreprise aussi pour aider les entreprises, que ce soit au niveau des demandeurs d'emploi. Donc, dans votre quartier, dans votre ville, que ce soit dans une agglomération ou dans une campagne, il y a des actions en ce moment qui sont actives ou qui vont être mises en place. Soyez très attentifs. C'est ça le message que j'ai envie de passer parce que il y a en tout cas de l'action pour chacun. Voilà. Est-ce que tu avais une question, pardon, Alban? Je ne voulais pas te couper. C'est bon, je suis très passionnée par ce que je fais. Donc, il ne faut pas hésiter à me couper. Ok. Non, donc, il y a tous ces collectifs, il y a aussi des associations de recherche d'emploi pour cadres, pour dirigeants, des associations d'insertion, il y a plein de choses. On parlait du site jobfinder.fr de Hervé Baumlard il y a quelques semaines qui recense ces associations-là, notamment pour des dirigeants et des cadres. Une question que je me posais, c'est, ok, il y a toute la stratégie d'aller se faire aider. Et pour quelqu'un qui aurait envie un one-to-one, c'est-à-dire qui prend son bâton et qui dit, OK, j'ai identifié ces 3 entreprises-là, elles m'intéressent, mais je suis face à un mur, comme tu dis, il n'y a pas d'adresse mail, il n'y a pas de numéro de téléphone, je veux humaniser ma candidature, il n'y a pas de porte ouverte. Enfin, je sais pas, j'ai pas envie de dire comment tu t'y prendrais, mais est-ce que tu aurais des conseils à nous donner là-dessus sur Bien sûr. briser la glace quand juste t'as pas accès, en fait? Voilà. Bien sûr. Alors, je vais dire quelque chose et tant pis si ceux qui m'écoutent ne seront pas ravis, mais j'ai envie de dire qu'il est aussi la responsabilité de l'entreprise de donner envie aussi d'attirer des candidats. Le sujet de l'attractivité des candidats est un vrai sujet d'entreprise. Vous avez certainement entendu parler de désert des talents et de guerre des talents. Moi-même, dans le parcours d'Executive Master que j'ai suivi l'année dernière, j'ai fait des travaux sur une thèse où j'ai travaillé sur les 30 dernières années des pratiques RH. Étant moi-même des RH, il m'a semblé essentiel de comprendre pourquoi on en est arrivé à une telle situation. L'entreprise qui ferme ses portes, l'entreprise qui se cache derrière un site internet, qui ne met aucun contact et qui met aucun contact, posons-nous la question si cette entreprise, elle a vraiment envie de recruter. Donc, si moi j'ai envie de postuler dans cette entreprise, si j'ai aucun moyen de l'atteindre, qu'elle soit nullement visible, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur les forums, que ce soit sur le terrain. Si je connais vraiment personne qui peut m'amener à cette entreprise, que ce soit les acteurs de l'emploi prioritaires sur notre territoire, à savoir France Travail et l'APEC, alors peut-être que il est temps que je ne perde plus de temps et que j'aille ailleurs trouver une entreprise qui a envie de m'accueillir. Je pense que tu dis. Voilà, ne pas perdre de temps. C'est vrai. Mais je te challenge un peu. Allez, vas-y, j'adore ça. Le cas classique, c'est la boîte qui a bien un numéro de téléphone, il y a bien une adresse carrière@blablabla.com, tout est là. Mais sauf que tu sais, quand on voit ton mail, personne va te répondre. Tu vois, le truc classique, c'est tout est là, l'entreprise est bienveillante, elle a une vraie, comment on appelle ça, une marque employeur forte, etc. C'est juste, je contacte qui et comment je fais pour pas déranger, etc.
OK, ben, je cherche un intermédiaire qui, lui, a les contacts. Mon conseiller Pôle emploi, mon conseiller APEC doivent connaître cette entreprise et doivent recevoir de la part des acteurs RH de cette entreprise des offres d'emploi. Ils peuvent peut-être m'aider en les approchant, ne serait-ce qu'en proposant une PMSMP, d'accord? Donc une période de mise en situation professionnelle qui est gratuite pour l'entreprise. C'est une convention de stage que propose France Travail qui, de mémoire, est de 2 semaines, donc 70 heures à vérifier. Si ça n'a pas bougé avec la nouvelle convention France Travail. Mais en tout cas, ça veut dire que je peux donner du temps à cette entreprise via des intermédiaires. C'est aussi des agences de travail temporaire. Je viens de Major du travail temporaire, j'en sais quelque chose. Nos clients passent par nous et ne sont pas visibles pour les candidats. Parfois, ils ne sont pas visibles parce que ils payent un prestataire extérieur, un cabinet de recrutement par exemple. Je vais me renseigner dans le quartier, quelles sont les agences, est-ce que ces agences travaillent avec ces entreprises. Je rappelle que les agences de recrutement se positionnent là où il y a de l'emploi. Donc, Oui, bien normalement, sûr. c'est un peu comme l'agence immobilière qui se place dans un quartier où il y a des maisons à vendre. Sinon, il n'y a pas d'agence immobilière. Voilà. Donc, Ok. je vais voir les prescripteurs. Je me renseigne quels sont les prescripteurs, je passe par eux pour atteindre ma cible. C'est intéressant ce que tu dis. Enfin, ça amène quelque chose de nouveau pour moi. Je parle beaucoup au micro de technique pour contacter une personne, un mentor, un collaborateur et réussir à enfin prendre un café avec cette personne. Là, toi, tu amènes un intermédiaire, de dire que ce soit une agence d'intérim, un cabinet de recrutement, France Travail, l'APEC ou encore autre chose, il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un de façon un Oui. peu organisationnelle. Ok. C'est ça. Mm. Et puis peut-être aussi compléter en disant que, comme je le disais tout à l'heure, nous les RH, on aime, ou les recruteurs, on aime quand même être séduits par l'intérêt qu'on nous porte. Et donc, on va pas manquer une opportunité de discuter avec quelqu'un qui a envie de passer un bon moment avec nous. Moi, je reçois régulièrement des personnes qui me sollicitent pour des enquêtes métiers. Donc, alors, je suis peut-être exceptionnelle, mais je donne systématiquement une réponse positive à la personne qui a envie de s'intéresser à mon entreprise ou à mon métier ou à mon parcours. Ça dure 15 minutes, 20 minutes, c'est rien. Et j'apporte un éclairage à ces personnes qui, derrière, vont repartir avec un bagage un peu plus étoffé pour continuer leur parcours. Puis il s'avère que peut-être cette personne va avoir une période de stage et ça me rend service parce qu'au lieu de passer l'annonce et de prendre du temps avec les écoles à chercher quelqu'un, bah, j'ai quelqu'un qui vient vers moi, qui s'est intéressé à moi. Oui, donc côté candidat, ça veut dire d'accepter qu'on vient pas clairement avec son CV sous le bras pour décrocher un bon job, mais vraiment pour découvrir, pour apprendre et qu'on demande un échange avec quelqu'un d'entreprise. Entretenir une relation, c'est pas tout de suite violemment arriver en disant je veux un emploi dans votre entreprise, comment arriver à postuler favorablement et Ouais, recrutez-moi s'il vous plaît. ouais, ouais. Non, c'est moi je cherche une entreprise accueillante qui a telle valeur, qui cherche telle compétence. Apprenons à nous connaître. Comment est-ce que, autrement que envoyer un CV sur une plateforme, on peut apprendre à se connaître? Comment est-ce qu'on peut se rencontrer? Où est-ce qu'on peut se rencontrer? À quelle occasion? De quelle manière? Voilà. Et peut-être qu'on va se revoir une deuxième fois dans un autre événement, puis une troisième, et puis ça va faire une mise en relation. Puis un jour, il y aura un emploi. C'est ça aussi, tisser son réseau professionnel. On Une fois de a, plus, ouais, je t'en prie, vas-y. ce n'est pas évident. Ce n'est pas Non, évident. Ce non, n'est ouais, pas ouais. donné à tout le monde. Je le C'est sais. bien pour ça qu'on en parle là, hein, c'est que c'est pas facile. Et donc, au plus il y a d'outils, au plus on peut se partager des techniques et des outils et des astuces, au plus ça baisse la marche. C'est pas plus facile, mais ça donne peut-être des petits coups de pouce. Et on a Marjorie qui complète ce que tu dis, qui va dans ton sens, qui est recruteuse, enfin manager et qui recrute régulièrement, visiblement, qui nous dit que voilà, postuler, c'est choisir l'entreprise avant qu'elle vous choisisse. Il est essentiel de rechercher des infos sur l'entreprise, sur sa vision, sur son organisation, sur ses valeurs. En tant que recruteur, je m'intéressais toujours à la curiosité des candidats sur le sujet. Et on revient à ton point de dire au fond, Ça, comment est-ce que tu peux être dans le fan club et que l'entreprise le voit rapidement, quoi. c'est ça. Après, peut-être une astuce complémentaire, Alban, si tu me le permets, Sûr. c'est quand j'ai rencontré quelqu'un, il est important aussi de terminer par un feedback. Vous, monsieur ou madame le recruteur, qu'avez-vous pensé de mon entretien? C'est hyper important. Déjà, psychologiquement, c'est très important de savoir quelle est l'image que j'ai laissée, quelle est la perception. Ça peut être aussi par mail. Je vous remercie de l'entretien. Qu'avez-vous pensé de l'échange et que comptez-vous faire de ma candidature? Voilà, comme ça, on est moins dans l'attente, il y a moins de stress, on génère moins d'inquiétude et moins d'interrogations. Voilà, j'invite aussi tous les acteurs RH jeunes dans ce métier de passion à faire des feedbacks
Voilà, même quand ils sont pas positifs, c'est très important de faire des feedbacks. Je n'ai pas retenu votre candidature pour telle et telle raison. Voilà, oser le dire, c'est vraiment très, très, très important. Et là, tu amènes un débat qui est qui a la responsabilité de revenir vers l'autre. Et c'est drôle parce que les candidats que j'accompagne sont toujours inquiétés, vexés, offusqués de voir qu'il n'y a pas de réponse. Mais en fait, la responsabilité, elle est côté candidat, elle n'est pas côté recruteur. Donc, arrêtons de penser que c'est le job du recruteur de revenir vers nous. C'est notre boulot d'être dans le fan club et de s'intéresser. Alors, ça donnait quoi? Ça va dans le sens un peu de ce que tu dis là. C'est ça, Euh, c'est ça. on a un deuxième point, ou troisième peut-être, qui était important pour toi. Tu m'avais partagé ça en off. C'était aussi la question d'offre et de demande, d'étudier le besoin. Se dire, bah, pour Oui, postuler efficacement, autant postuler là où il y a besoin. bien sûr. Tu voulais dire un mot là-dessus? Oui, oui, tout à fait. Effectivement, ce n'est pas parce que j'ai un bon bagage universitaire, ce n'est pas parce que j'ai une belle expérience que je vais intéresser le marché. Alors, ça paraît très bizarre ce que je dis, mais quel est mon tissu économique dans ma région de recherche d'emploi et quels sont les métiers? Donc, la chambre de commerce peut très bien en parler ou les statistiques sur le site de Pôle emploi sont à disposition. Quels sont les métiers existants autour de moi, dans ma campagne, dans mon agglomération et je vais m'intéresser effectivement à évaluer le matching entre mon offre et la demande en fait. Et si je suis complètement à côté de la plaque, comment est-ce que je peux faire pour correspondre? Et là, c'est le métier de tous les intermédiaires de l'emploi et de tous les acteurs de l'emploi. Je pense notamment à la formation aujourd'hui qui est quelque chose de très accessible, parfois même gratuit. Donc, ne pas hésiter à faire de la formation. Moi, en 30 ans d'expérience, je suis allée, je crois, 3 ou 4 fois à nouveau sur les bancs de l'école pour me réinventer et m'adapter. Et je viens de le faire encore à plus de 50 ans. Donc, je vous invite vraiment à personnaliser votre parcours emploi par rapport aux besoins de l'entreprise. Voilà. Et ça, c'est hyper important. Si on veut que cette histoire de plein emploi soit réussie, il faut que l'entreprise adapte son besoin effectivement aux compétences sur le marché, voire même proposer des parcours de formation pour effectivement réussir à recruter. Parce que postuler, c'est aussi à l'inverse recruter. Si je n'ai pas les bonnes compétences sur le marché de l'emploi, je peux, moi, entreprise, créer la compétence en prenant une candidature qui est très motivée et en la formant. Donc, n'hésitez pas en postulant à rappeler que si vous n'avez pas les compétences complètement adaptées, vous êtes en mesure de vous former. Je trouve ça important cette question parce qu'on est souvent assez auto-centré quand on postule. On se dit que vaut ma candidature et on s'intéresse pas à l'entreprise. Et ensuite on se dit que valent mes compétences et on s'intéresse pas forcément aux besoins en face et au marché. Et je trouve ça intéressant comme point. Je me dis en t'écoutant qu'une technique, toujours dans cette optique de rencontre, peut être de pousser des portes dans le secteur qui nous intéresse, dans la typologie de métier qui nous intéresse, de dire peut-être tout simplement dans ces sphères-là, où est le besoin en ce moment? Parce que peut-être que C'est ça. notre CV n'est plus tout à fait bankable ou plus tout à fait en phase avec les besoins qui évoluent en permanence, quoi. C'est ça. D'où l'intérêt aussi de connaître l'entreprise cible, de comprendre ses enjeux, de comprendre peut-être quelle est l'actualité de cette entreprise, de façon à pouvoir rappeler aux recruteurs qu'aujourd'hui l'agilité est un soft skills très demandé, l'agilité, l'adaptabilité. Et de plus en plus, les entreprises organisent des organisations apprenantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a des tutorats, il y a du mentorat à l'intérieur des entreprises pour continuer à apprendre et mettre à jour ses compétences, ses connaissances. Donc, ne pas hésiter à mettre en avant aussi ces soft skills. On a beaucoup parlé de compétences, Alban. Dans un CV, il y a aussi qui je suis, quelles sont mes capacités à être la personne que vous recherchez. Merci Carole pour tous ces partages, c'est super intéressant. Marjorie Avec grand plaisir. qui nous dit aussi que oser postuler, pardon, qui nous dit osons postuler, contacter des recruteurs, aller à leur rencontre et ne pas s'auto-censurer. C'est vrai qu'on a beaucoup d'autocensure, mais moi je pense qu'on est habitué à avoir des sites d'annonces qui vont nous demander des critères qu'on n'a pas. Personne ne coche toutes les cases et donc forcément on s'auto-censure et je suis bien d'accord avec ton point, Marjorie. En résumé de tout ce que tu nous dis, moi je retiens un point clé qui est cible.
l'entreprise où tu veux aller, rentre dans le fan club et prends contact, en gros. Exactement, exactement. Tu parlais d'ailleurs d'intelligence artificielle tout à l'heure. Moi, je m'en sers énormément en coaching de carrière pour trouver d'autres façons d'avancer. Par exemple, je sais pas, si tu nous écoutes et que tu dis voilà, j'aimerais postuler dans telle boîte et je sais pas comment humaniser ma candidature, fais tourner de l'intelligence artificielle là-dessus. Tu lui demandes 50 idées pour humaniser ta candidature. Je suis sûr que tu en auras au moins 3 bonnes dans le lot et ça prend 2 secondes. Et en fait, l'enjeu va être vraiment, de ce que je comprends, de humaniser tout ça. En conclusion de cet épisode, comme de tous les autres, j'aime proposer un défi à nos auditeurs, à nos auditrices, pour, comme je te disais, en fait, lever les fesses du canapé et se dire, allez hop, je fais quelque chose, et si possible, quelque chose qui n'est pas forcément derrière mon écran bien caché, mais qui est dans le concret, dans la vraie vie, quelque chose qui me fait avancer. Et le mot qui t'est venu à l'esprit quand je t'ai parlé de ça, c'était PMSMP. Oui, exactement. Ose aller sonner à la porte de l'entreprise la plus proche de ton domicile et propose-lui effectivement de venir 1 à 2 semaines observer la vie d'entreprise et d'être en totale découverte et ose adapter ta candidature derrière pour lui rendre service. Super, c'est très clair. Je challenge ce défi pour des cadres qui, par exemple, prenons, je sais pas, l'exemple d'une contrôleuse de gestion qui veut s'intéresser à une boîte pour faire du contrôle de gestion. Est-ce que tu penses que ça peut marcher, ce genre d'outil, en disant, voilà, on va faire un stage chez vous de 2 semaines, voici la convention PMSMP, j'ai juste envie de découvrir votre boîte. Est-ce que ça peut marcher, tu penses, ou c'est un peu touchy sur ce genre de cas de figure? Alors, ça peut marcher et j'incite aussi ces personnes-là qui ont souvent des fonctions support à proposer le temps partagé, qui est aussi une forme très intéressante pour les entreprises puisque économiquement, je peux embaucher une personne à moins de 35 heures qui travaillera pour une autre entreprise aussi sur des compétences très ciblées. Et du coup, je n'ai pas peur d'engager un expert, un senior, parce que je vais l'embaucher sur la juste compétence pour le juste temps nécessaire. Donc, tout à fait. Et la PMSMP est une manière aussi de rentrer en contact avec cette entreprise pour lui montrer effectivement que je suis de bonne volonté et de bonne foi aussi dans le partenariat. Ok, donc un défi un peu à deux niveaux. Un premier qui peut simplement être d'aller faire une immersion dans une entreprise, n'importe laquelle, qui peut servir aussi à découvrir un nouveau métier, pourquoi pas, d'un nouveau secteur. Et une autre approche qui peut être de travailler un peu pour une boîte pour prouver notre énergie et notre bonne volonté et notre potentiel. C'est C'est ça. ça. C'est ça. Merci Carole. Il va être l'heure de reposer le micro. Merci à toi. Merci à tous. Je te souhaite beaucoup de succès. Je crois que donc tu montes ton entreprise bientôt. Merci, oui. Bonne chance. Merci. Merci à toi. Au Et revoir. merci à tous ceux qui étaient présents sur ce direct. Je rappelle que si vous le pouvez, si vous êtes d'accord, envoyez-moi un mail à contact@albanmas.com. J'en ai besoin pour faire connaissance avec vous tous et pour améliorer ce podcast qui va encore durer de nombreuses années, j'espère. Mais je veux aller dans la bonne direction. Et pour ça, j'ai besoin de vous comprendre. Allez, à la semaine prochaine. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et si vous avez besoin de conseils de carrière pour vous-même ou pour vos collaborateurs, vous pouvez me retrouver sur albanmas.com.